journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Bienvenue au 20h15 de la télévision Tambara. Messieurs, dames, bonsoir. Nous débutons cette édition avec l'ouverture ce matin à l'hôtel de ville de Niamey de la première session extraordinaire du Conseil de ville de Niamey pour l'année 2021. Une session au cours de laquelle un protocole d'accord entre la ville de Niamey et le consortium Finance Holding a été signé sur 5 projets de loi que je vous invite à découvrir dans ce reportage signé Ralia Sami et Abdel Nasser Abdou. Dans le souci de satisfaire un certain nombre de besoins des populations, les autorités de la ville de Niamey conjuguent leurs efforts avec leurs partenaires. C'est dans ce cadre qu'à l'occasion de cette première session extraordinaire, la ville se propose de signer un protocole d'accord avec des partenaires marocains, notamment le consortium IMI Finance Holding sur 5 projets importants. La signature du protocole d'accord entre la ville de Niamey et le consortium IMI Finance Holding sur les projets ci-après. Ville nouvelle de Niamey, Niamey Smart City River Marina, lampadaire solaire au Niger, complexe agro-industriel intégré, nouveau pôle industriel. Nous vous avons saisi pour débattre sur un ensemble de 5 projets devant intervenir sur le territoire de la ville de Niamey et ayant une importance avérée. Au nom d'un triple principe, celui de la transparence dans la gestion des affaires locales, qui n'est pas une simple vue de l'esprit pour nous, de la collégialité du conseil de ville dans les prises de décision et de la continuité de l'administration, nous avons jugé opportun et obligatoire de saisir l'organe délibérant pour qu'ensemble, nous décidions de la suite à donner quant à la mise en œuvre des projets objets de la présente session extraordinaire. Tous ces projets ont été adoptés à l'unanimité des membres du conseil présents, ce dont se réjouissent les autorités de la ville de Niamey. Les 5 projets objets de la présente session extraordinaire boosteront significativement le quotidien de bon nombre de nos concitoyens s'ils venaient par bonheur à être concrétisés. Nous prions Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, pour qu'il fasse que ces projets se réalisent. La ville de Niamey vient de jouer sa partition en donnant son accord par l'adoption d'une délibération à cet effet, comme stipulé par l'article 313 du Code général des collectivités territoriales. Nous allons donc envoyer les protocoles d'accord signés à la tutelle pour requérir son approbation. Pour revenir aux membres du conseil de ville, je vous dis encore une fois de plus merci. Mon bonheur est immense car nous avons travaillé ensemble sans tergiversation aucune, en ayant toujours en ligne de mire l'intérêt de la population. Ces différents projets d'envergure pour la ville de Niamey ont ainsi été adoptés au grand bonheur des deux parties, des projets qui, une fois mis en œuvre, permettront d'améliorer significativement le niveau de vie des populations. Après 3 jours d'intenses travaux, les rideaux sont tombés sur le séminaire international d'échange d'expériences sur la gestion d'une commission électorale nationale indépendante permanente, d'où le lieu de la synthèse des travaux cet après-midi à Radisson Blu. Le compte rendu. Organisé par la Commission électorale nationale indépendante CENI en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, cette rencontre internationale a regroupé les membres des commissions en charge des élections
du Nigeria, Bénin, Burkina Faso, Mali, Ghana, Guinée, Côte d'Ivoire, le Togo, le Canada et le Sénégal, ainsi que les représentations des organisations internationales. Après 3 jours d'intenses travaux et d'échanges de très haut niveau, c'est le lieu de synthèse des travaux abattus. Prenant la parole, le représentant des participants a prodigué des remerciements tout en notifiant la pertinence d'une telle rencontre et les leçons apprises. Le représentant résident par intérim du PNUD au Niger, quant à lui, a réaffirmé leur engagement à accompagner la CENI. Qu'il soit de type ad hoc ou permanent, la mise en place et le fonctionnement d'un OGE procède d'une démarche obéissant à des principes qui viennent de nous être partagés par l'équipe des rapporteurs. Principes directeurs notamment l'indépendance, l'impartialité, l'intégrité, soutenus par la transparence et le professionnalisme. C'est de la triangulation de ces 3 I, indépendance, impartialité, intégrité, qui constitue le socle de la transparence, elle-même animée par le professionnalisme des membres de l'OGE, que ressort l'efficacité attendue. Cette efficacité recherchée ne saurait être effective sans un ancrage adéquat dans un plan de développement stratégique et institutionnel. Le dit plan, on vient de l'entendre, devrait tenir dûment compte de la nécessité de disposer d'un fichier électoral biométrique transparent, inclusif et régulièrement mis à jour. De ressources humaines, financières et techniques susceptibles de conférer tout le professionnalisme recherché. Et bien entendu d'une stratégie de communication favorisant l'établissement de partenariats constructifs. Oui, le partenariat. Et c'est bien ici que le PNUD se situe pour continuer à soutenir les efforts respectifs des acteurs clés dans la conduite des processus électoraux dans l'espace CEDEAO. Il me plaît donc, Monsieur le Président, de vous renouveler toute la confiance du Programme des Nations Unies pour le développement à poursuivre notre partenariat de qualité empreint de confiance mutuelle. Dans son mot de clôture, le président de la CENI, pour sa part, a remercié les participants et le PNUD pour son accompagnement. Nous venons de réussir en commun l'organisation d'un séminaire de très haut niveau sur le plan conceptuel et méthodologique. C'est donc un grand plaisir et beaucoup de satisfaction que je rêve là dans la richesse des contributions, leur complémentarité malgré la grande diversité et surtout la très haute qualité des exposés faits par les experts et autres intervenants qui ont animé ces 3 journées de manière magistrale. La densité des conclusions et la pertinence des recommandations résument et témoignent de façon éloquente la qualité et la richesse de nos travaux. Ce premier séminaire n'est qu'une étape. Je suis persuadé que nous en organiserons d'autres. Je souhaite pour ma part remercier au nom de la CENI tous les participants ici réunis pour la qualité de leur réflexion, pour avoir investi dans cette expérience beaucoup de temps et beaucoup de leurs ressources. Ce séminaire international d'échange d'expériences sur la gestion d'une commission électorale nationale indépendante permanente a permis sans nul doute aux participants de cerner les exigences de passage d'une CENI ad hoc à une CENI permanente. Deuxième édition de la table ronde ce matin à la maison de la presse de Niamey entre les médias FDS sur la sécurité collaboratrice sous le thème comprendre le phénomène de l'extrémisme violent et les défis connexes au Niger. Plus de détails dans ce reportage de Zainabou Gagara et Abdelmoumouni Abdrahman.
Organisé par le réseau des journalistes pour la sécurité et la prévention de conflits, RJSPC, avec l'appui du programme de gouvernance participative et réceptive, activité principale, PRGPA, dans le cadre de leur engagement de lutte contre l'insécurité et la prévention de conflits au Niger, tout en encourageant le rapprochement entre la population et forces de défense et sécurité d'une part, et d'autre part entre médias, population et forces de défense et sécurité. La présente rencontre se tient dans un contexte national et sous-régional exacerbé par la persistance des attaques meurtrières contre les positions de nos FDS et des populations civiles. Des attaques revendiquées par des groupes armés non étatiques, surtout des attaques perpétrées par des groupes armés non étatiques usant de violence sous toutes ses formes pour semer la terreur et le chaos, tenant des discours violents, intolérants et haineux. Comprendre l'extrémisme violent et les défis connexes au Niger. Le choix du thème central de cet espace de dialogue multi-acteurs n'est pas fortuit. En effet, 2 Nigériens sur 3 sont des jeunes de moins de 25 ans, soit 66% de la population nigérienne, et 33% des Nigériens sont des jeunes compris entre 15 et 35 ans. Le plus triste dans cette affaire, des jeunes désœuvrés et sans perspective découvrent dans nos campagnes les plus reculées des groupes armés non étatiques comme un modèle puissant de valorisation individuelle. Cette deuxième édition de la table ronde média, forces de défense et sécurité, n'a pas laissé en marge les partenaires du réseau des journalistes pour la sécurité et la prévention de conflits. Pendant sa première phase, le PRGPA s'est appuyé sur les dynamiques créées dans les forats liés aux priorités des citoyens et au dialogue multipartite pour aider les différentes parties prenantes à nouer des partenariats stratégiques autour d'objectifs de politique publique partagés. PRGPA a poursuivi ce processus dans sa deuxième phase en encourageant les parties prenantes à tous les niveaux, les municipalités, les régions et aussi au niveau national, à nouer des partenariats d'action collective encore axés sur les questions d'éducation, de santé et de sécurité, là où le besoin se fait sentir. Présent à cette occasion, le président du Conseil supérieur de la communication a salué cette initiative du réseau des journalistes pour la sécurité et la prévention de conflits. Le thème central pour cette édition est comprendre le phénomène de l'extrémisme violent et les défis connexes au Niger. Il a toute son importance quand on sait l'ampleur du phénomène de l'extrémisme violent tant au Niger que dans la région du Sahel. De façon générale, pourra-t-on dire, l'extrémisme violent fait référence au processus selon lequel une personne adopte des points de vue radicaux qui se traduisent par des comportements violents. Dès lors, les journalistes et les médias ont un rôle évident à jouer dans le sens de lutter contre ce fléau qui est devenu une préoccupation mondiale. Il s'agit notamment d'informer et de sensibiliser nos populations sur les conséquences dommageables pouvant résulter de comportements violents. Pour le Conseil supérieur de la communication, cette rencontre initiée par les réseaux des journalistes pour la sécurité et la prévention des conflits est à saluer en raison surtout du contexte sécuritaire national fragile d'une part et d'autre part au regard de la diversité des institutions, des acteurs, du capital d'expérience des panélistes ici conviés pour proposer des actions citoyennes visant à lutter contre l'extrémisme violent, à relever ces défis connexes, à rapprocher les médias de nos FDS et nos populations pour un Niger paisible et prospère. Notons que cette table ronde a pour but d'amener les participants à plus de réactivité collective dans le cadre de la collaboration entre populations, forces de défense et sécurité et médias sur la situation sécuritaire et le phénomène de l'extrémisme violent. Le supérieur de la communication a animé un point de presse hier relatif au fonds d'aide à la presse au titre des années 2019-2020. Un fonds d'un montant global de 271 482 271 francs CFA a été octroyé. Sur 52 candidatures, 47 ont bénéficié de cette aide à la presse. Plus de précisions avec Mamadou Soufou et Kantama Ibrahim.
La répartition du fonds d'aide à la presse est une aide publique offerte aux entreprises de presse écrite et audiovisuelle. Le CSC a réceptionné 52 dossiers de candidature au titre de l'année 2019 et 2020. Un montant global de 271 482 271 francs CFA a été réparti ainsi. 123 345 000 francs au titre de l'année 2019, 148 107 271 francs au titre de l'année 2020. Le montant global du fonds est réparti conformément à l'article 8 de la délibération numéro 20/CSC du 31 mai 2019, déterminant les conditions d'éligibilité au fonds d'aide à la presse et les modalités de son attribution, soit 65% affectés aux équipements et 35% à la formation des journalistes. Au cours de la session ordinaire du mois de juin, la plénière a amendé et adopté le rapport du groupe de travail chargé de la répartition du fonds d'aide à la presse et ressorti le classement du fonds par ordre de mérite et par catégorie de médias pour ces 2 années. Classement et répartition du fonds par ordre de mérite et par catégorie de médias au titre des années 2019 et 2020. Pour les télévisions, premier en 2019, Gaskia TV de Zender, avec une moyenne de 15,63 sur 20 pour un montant de 7 517 220 000 et premier également en 2020 avec une moyenne de 16,36 sur 20 pour un montant de 9 697 992, soit un montant global de 17 269 202 francs. Deuxième en 2019, Bonferré TV avec une moyenne de 13,23 sur 20 pour un montant de 6 408 653 francs et classé 6e en 2020 pour la moyenne de 11,23 sur 20, soit un cumul de 6 656 989 francs pour un cumul global de 13 65 642 francs. Troisième, Dunia TV en 2019 pour une moyenne de 12,63 sur 20 pour un montant de 6 118 011 francs et deuxième en 2020 avec une moyenne de 12,63 sur 20 pour un montant de 7 486 889 francs pour un montant global de 13 604 900. Quatrième, Niger 24 TV en 2019 avec la moyenne de 12,46 sur 20 pour un montant de 6 39 663 et troisième en 2020 avec la moyenne de 12,56 sur 20 pour un montant de 7 445 394 francs, soit 13 408 057 francs. Cinquième, RTT en 2019 avec la moyenne de 12,03 sur 20 pour un montant de 5 887 369 francs et quatrième en 2020 avec la note de 12,03 sur 20 pour un montant de 7 137 127 000 francs, soit un cumul de 12 958 586 francs. Sixième en 2019, la Bari TV avec une moyenne de 11,63 sur 20 pour un montant de 5 633 608 francs et cinquième en 2020 avec la moyenne de 11,63 sur 20 pour un montant de 6 994 103, soit un cumul de 12 527 711 francs. Enfin, septième, Canal 3 Niger en 2019 pour une moyenne de 9,83 sur 20 pour un montant de 4 761 683 francs. Septième en 2020 avec une moyenne de 7,83 et n'a pas reçu de fonds d'aide, ce qui lui remet le cumul de 4 761 683 francs CFA. Enfin, sur les 52 dossiers enregistrés pour les années 2019 et 2020, 47 ont bénéficié de ces fonds d'aide à la presse. Certains organes ayant une moyenne supérieure ou égale à 9 sur 20 ont été repêchés. Conférence débat hier au siège de Rotap de Niamey organisée par le réseau nigérien anticorruption RENAC. C'était en présence de plusieurs organisations de la société civile. Le compte rendu avec Alou Mamansani.
Enjeux, défis et participation des organisations de la société civile dans la lutte contre la corruption. C'est le thème de la conférence débat organisée par le réseau nigérien anticorruption. Un réseau composé de plusieurs organisations de la société civile nigérienne. Pour Adamou Oumarou, membre du dit réseau, cette conférence débat entre dans le cadre de lancement des activités du réseau nigérien anticorruption. Il faut savoir que notre pays avait ratifié, d'abord nous avons la charte africaine sur la prévention, la convention africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, la convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption et aussi ratifié ces mécanismes d'examen et aussi d'autres lois en réalité au niveau de notre pays. Donc nous savons tous que la corruption en réalité est une menace, donc ça nécessite une synergie d'action au niveau des organisations que nous sommes. Pour nous, en tant que réseau, nous nous sommes dit et s'est fixé des objectifs pour les 3 prochaines années qui sont entre autres dans un premier temps la mobilisation des citoyens dans le cadre de la lutte contre la corruption. En plus, promouvoir une éducation civique et citoyenne, mobiliser surtout les organisations pour une gouvernance juste et équitable, lutter contre une injustice fiscale, renforcer en même temps la capacité des organisations dont nous sommes membres. Il s'agit pour nous aussi de nous mobiliser surtout et mobiliser les autres organisations pour la mise en place des mécanismes de gouvernement ouvert au Niger, conformément au principe de partenariat mondial pour un gouvernement ouvert, de promouvoir la bonne gouvernance et lutter contre l'injustice sociale. Dans sa communication, l'éminent conférencier enseignant-chercheur au département de psychologie de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Abdou Diouf de Niamey, celui-ci s'est apaisanti sur les enjeux et les grands défis des pratiques de la corruption dans notre société. L'avantage financier, tout le monde sait que la corruption a un aspect financier qui est toujours vu et étudié d'ailleurs, parce que c'est la face la plus remarquable de la corruption, la face quantifiable de la corruption. Elle a plutôt un enjeu psychologique parfois, parce que les gens corrompent pour se faire plaisir psychologiquement. On émet l'acte de corruption parfois pour se faire plaisir ou plaire à autrui. Cette dimension, elle n'est pas très souvent étudiée, elle n'est pas très souvent prise en compte, parce que ce qui alarme le monde entier par rapport à la corruption, c'est les coûts exorbitants, le nombre de milliards que ça fait perdre au monde entier et aux pays et aux différentes nations. Pour Mekol Zodi, coordinateur de mouvement tournant la page membre du réseau nigérien anticorruption, cette conférence débat a permis aux membres du réseau de mieux comprendre cette question qui gangrène notre société. Combattre la corruption veut dire, premièrement, dénoncer ce qui se passe. Deuxièmement, intenter ce que nous appelons les procès stratégiques par rapport à la corruption. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de regarder autour de nous. La corruption est visible à l'œil nu. Nous savons très bien que les fonctionnaires de l'État, que nous connaissons leur salaire, qui se retrouvent avec des maisons à étage, des immeubles. Donc c'est pour vous dire que la corruption, nous n'avons pas besoin de chercher loin, c'est à côté de nous. Mais comment combattre, que faire? C'est de saisir les juridictions, c'est de dénoncer et faire le lobbying nécessaire et le plaidoyer nécessaire que les autorités en charge de la gestion de ces pays-là puissent prendre des dispositions pour endiguer ce fléau. Parce que ce fléau fait en sorte que notre pays n'arrive pas à décoller. Nous sommes toujours derniers en indice de développement parce que la corruption y est, parce que le détournement des deniers publics y est. Donc ensemble, nous pouvons effectivement combattre ces fléaux-là avec tout le monde, avec tous les acteurs qui luttent contre la corruption. Il faut noter que le réseau nigérien anticorruption se fixe plusieurs objectifs sur la question de la corruption au Niger. L'Association des étudiants musulmans du Niger organise depuis ce matin à l'amphithéâtre 1000 places de la FAST la 10e édition de la journée de l'étudiant musulman. Le thème central retenu pour la circonstance est l'islam vecteur de paix et de développement. D'autres détails dans ce compte rendu de Galia Sami et Abdul Raouf Dayeb.
C'est pour apporter leur contribution dans la culture de la paix et au développement de notre pays que les étudiants musulmans du Niger ont choisi de placer leur 10e édition de l'étudiant musulman sous le thème central « L'islam, vecteur de paix et de développement ». Un thème qui sera largement détaillé par le cheikh Ben Salah lors d'une conférence organisée à cet effet. Suratul Baqarah, 286 versets. 286 divisé par 2. Arithmétiquement, ça veut donner 143. Ce n'est pas par hasard qu'au verset 143 du chapitre 2 du Coran, qui fait 286 versets, Allah annonce solennellement que وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. C'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. Chapitre 2, verset 143. Les Arabes disent que tout ce qui dépasse sa mesure tombe dans son contraire. Que Dieu nous éclaire. Eh bien, l'islam nous exhorte à la tolérance, à l'acceptation de l'autre, dans sa différence. Au nom de l'égalité entre les hommes. Lors du dernier sermon, le messager a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe, un blanc et un noir, que par la piété. Vous êtes tous de Adam, et Adam est de terre. L'homme n'a de valeur que par lui-même. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Nous, pluriel de la sainteté divine, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme. Nous avons fait de vous des peuples et des tribus afin que vous vous enrichissiez de vos différences. Et l'homme ne juge que par le baromètre de la foi, que par le baromètre de la piété. Inna akramakum indallahi atqakum. Les meilleurs d'entre vous auprès de Dieu sont les plus pieux. Au nom de la liberté de culte, la ikraha fi din, il n'y a pas de contrainte en religion, il n'y a pas de coercition en religion. La vérité se distingue de l'erreur. C'est en toute liberté que l'on embrasse l'islam ou qu'on va ailleurs. Et pour autant, on n'a pas à s'inquiéter. En principe, quiconque se guide ne le fait que pour lui-même. Quiconque s'égare ne le fait qu'à son propre détriment. À travers cette journée, l'association des étudiants musulmans entend former et renforcer les capacités de leurs camarades sur les questions de paix et de développement. Donc à ce qui concerne l'objectif de cette édition, c'est vraiment de faire en sorte que l'étudiant soit un modèle. Un modèle parce que quand vous prenez le thème, les deux points abordés ou bien les deux aspects abordés, c'est la question de paix et la question de développement. Aujourd'hui, en tant qu'étudiants, nous ne devrons pas nous mettre à l'écart quand on parle de la question de paix, quand on parle de la question de développement. Parce que nous savons très bien que le développement n'est pas possible sans qu'il y ait la paix. Donc la première des choses qui est plus importante dans une société ou dans une communauté, c'est d'abord vivre en paix. C'est lorsque cela est acquis qu'on pense au développement. Le développement aussi, vous savez très bien, c'est une question d'actualité. Toujours ici chez nous au Niger. Plusieurs autres thématiques seront détaillées par d'éminents conférenciers tout au long de cette journée. Pour cultiver l'excellence en matière de la religion, un concours est organisé sur des questions de culture générale et une production écrite et aussi un concours culinaire qui permettra de récompenser ceux qui se font distinguer. Toute chose qui permettra à ces étudiants d'immortaliser cette 10e édition de l'étudiant musulman. La Nigérienne de transport Sonitrav a mis à la disposition de sa clientèle un nouveau départ sur l'axe Niamey-Maradi à partir de 8h chaque jour de la semaine. Plus de détails avec Zainabou Gagara et Abdulmoumouni Abdou. Pour le confort et la satisfaction de sa clientèle de leurs besoins, la société nigérienne de transport Sonitrav a élargi ses heures de départ pour cette fois-ci en mettant à la disposition de sa clientèle des bus flambant neufs sur ce nouveau départ de l'axe Niamey-Maradi, tout en offrant un choix à ses voyageurs dans les heures de voyage. Nous avons vraiment ouvert un nouveau départ Niamey-Maradi à 8h.
Auparavant, c'est un départ de 4 heures seulement, mais nous avons pensé que vraiment il y a de la clientèle de la matinée. Compte tenu de la venue des vacances, donc nous avons proposé à nos voyageurs de faire un nouveau départ et le départ c'est à 8 heures. Fin juin 2021, nous avons effectué un communiqué pour lancer à nos fidèles voyageurs qu'il y aura un nouveau départ Niamey-Maradi à 8 heures. Au lieu de 4 heures, maintenant, il y a un nouveau départ à 8 heures. Mais le départ de 4 heures tient toujours. Donc c'est un bus de Zender qui va rassembler les voyageurs de Niamey, de Maradi et de Zender pour les acheminer vers leurs lieux respectifs. Un vibrant appel à l'endroit de nos clients de venir massivement prendre leurs billets pour effectuer leur voyage. Cette année, nous avons acheté de nouveaux bus, jusqu'à 30 bus flambant neufs à la disposition de nos clientèles. Notons que ce nouveau départ sur Niamey-Maradi à partir de 8 heures vient s'ajouter au départ de 4 heures afin de satisfaire le besoin de sa clientèle. Nous en venons à présent à la revue de presse hebdomadaire. Comme chaque semaine, Ralia Sami a parcouru pour nous les journaux paris au cours de la semaine. Très bonne réception et bon début de week-end à tous. Réaction officielle sur le report du BPC, le verre et dans le fruit a constitué un des titres à la une du journal L'Actualité. L'Actualité qui rapporte qu'il y a en effet de quoi croire à cette autre raison de marmite vide pour rappeler une triste époque où le socialisme au Niger s'essayait au pouvoir sans être capable. Le manque d'argent pour beaucoup d'observateurs peut expliquer ce report du BPC, alors que pour avoir une session du bac sans problème, la nouvelle agence chargée de son organisation appelait depuis 2 mois à payer les reliquats des corrections de 2019 puis de 2020. Plusieurs semaines après, on se rend compte selon le journal qu'elle n'a toujours pas été capable, malgré le zèle et l'ambition qu'elle a, d'éponger les frais de correction de 2019 pour entamer ceux de 2020 et songer à l'organisation sans problème de la session de juillet prochain. Puis à la une du journal Indépendant Plus, l'appréciation de la gouvernance du président de la République. Un ballon d'essai, s'exclame en gros le journal. Depuis l'élection du président de la République, Mohamed Bazoum, les acteurs à peine relevés de leur débâcle politique ont une trouvaille. S'aligner sur les actes posés par le président de la République en matière de gouvernance. À quelle fin se demande le journal, pour qui la stratégie est vite démasquée. Derrière ce semblant d'amour envers le président de la République se cache le dessein de tirer une probable faille du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Tareya, nous apprend le journal. Dans sa trouvaille, le journal écrit que l'opposition, à travers ses internautes et autres personnes acquises pour sa cause, tente de manipuler les esprits faibles à travers sa communication tendant à montrer la différence entre la gouvernance passée, qu'elle juge mauvaise, et celle en cours. Et pourtant, le programme de la Renaissance, acte 3, est la suite logique des actes 1 et 2 exécutés pendant les 2 premières législatures de la 7e République, s'indigne le confrère. Quant au journal, l'enquêteur s'est intéressé cette semaine dans sa parution à l'affaire Ibou Karadje. Après la transmission du rapport de l'IGE sur l'affaire Ibou Karadje au président de la République, Bazoum en marche arrière, se demande l'enquêteur. Comment le chef de l'État compte-t-il s'y prendre pour crever l'abcès que constitue l'affaire Ibou Karadje, se demande toujours le journal, pour qui Bazoum Mohamed est en face du premier test de son quinquennat. Il joue sa crédibilité tout simplement. L'affaire Ibou Karadje, du nom de ce commis affecté à la présidence de la République, est le tout premier cadavre extrait des placards du régime précédent. En ordonnant une série d'inspections générales d'État IGE au ministère des Finances et au Trésor national, le nouveau président de la République a posé les premiers jalons de l'une de ses promesses phares, à savoir la lutte contre la corruption. Nous l'avions écrit dans nombre de nos parutions et écrit toujours le journal.
journal qui rappelle qu'Amadou Moussa Ibrahim dit Ibou Karadje n'aurait pas pu commettre les indélicatesses qu'on lui reproche s'il n'avait pas bénéficié de complicité active et ou passive. Face aux enquêteurs, l'ex-agent du service transport de la présidence de la République ne s'est pas départi de sa ligne de défense. Il est resté droit dans ses boîtes. Les lettres d'autorisation de paiement utilisées sont tout sauf fausses. Il en est de même pour les signatures et les cachets qui sont bien ceux des responsables du ministère des Finances, n'a-t-il eu de cesse d'affirmer durant ses auditions. N'ayant plus grand-chose à perdre, Ibou Karadje n'a pas hésité à communiquer aux enquêteurs les noms de ses complices présumés. Dans le rapport de l'IGE récemment transmis au président de la République, le préjudice causé à l'État se chiffre à plus de 4 milliards de francs CFA. Quelle suite Bazoum Mohamed compte-t-il donner à cette affaire? C'est toute la question selon le journal. Quant au journal, le Hérisson s'est intéressé à la gouvernance de la Renaissance. Il écrit en gros dans ce titre « La Renaissance, acte 3, entre zélateurs et laudateurs ». Entre ces délateurs d'hier devenus zélateurs aujourd'hui, piètres manipulateurs des consciences et ces laudateurs mordus, perdus dans la compréhension de sa définition, la continuité fait son bout de chemin, loin des illusions. Au grand bonheur de ceux qui ont cru avec foi et sincérité à l'effet Mohamed Bazoum. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les pourfendeurs du candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme Penda Staria deviennent les supporters zélés du président de la République, s'interroge le journal qui écrit que pourtant c'est le même homme. Et peu de temps s'est écoulé pour produire une telle métamorphose, car si on prend comme point de départ le jour de la prestation de serment du nouveau président de la République, 2 avril 2021, et pour point d'arrivée la fin du mois de juin, Mohamed Bazoum n'a pas, selon le journal, plus de 3 mois de fonction à la tête du pays. En moins de ses 100 premiers jours, il aurait ainsi convaincu ses délateurs d'hier qu'il est le meilleur choix pour le Niger, qu'ils auraient ainsi manqué d'intelligence et de flair politique pour n'avoir pas perçu en l'homme ce qu'avaient vu ces gamins quand ils reprenaient à tue-tête le slogan « C'est Bazoum ». Pour ces délateurs d'hier, zélateurs d'aujourd'hui, le journal écrit que le président de la République n'est pas dans la logique de la continuité. C'est pourquoi il est à saluer, son prédécesseur étant selon eux le plus mauvais président de l'histoire politique du Niger. Pour corroborer leurs critiques, ils partent à piocher dans les affaires sulfureuses des 10 ans du régime précédent en inventant bien d'autres et appelant le dauphin à guillotiner le mentor. Oublie-t-il seulement qu'avant d'être élu de son peuple, Mohamed Bazoum n'était d'abord le choix de l'ancien président Issoufou et de son parti politique, s'interroge le journal. Compagnon politique de plus de 30 ans avec lequel il a placé les fondements du Parti socialiste nigérien, la plus grande formation politique du moment, qui parmi les terriens bien sûr, mieux qu'Issoufou Mamadou connaît Mohamed Bazoum, ses défauts et ses qualités, s'interroge toujours le journal, pour qui, en optant pour le bédouin de Tesker pour lui succéder à la tête du pays, l'ancien président savait pertinemment qu'il allait assurer la continuité, écrit toujours le journal. Puis en matière de lutte contre la corruption, le monde d'aujourd'hui écrit à sa une: le président Bazoum Mohamed peut avoir le courage d'annuler des marchés conclus sous Issoufou. Mais, et l'argent volé à l'État, s'interroge le confrère qui se demande pourquoi Bazoum est-il en mesure d'annuler des marchés sans être capable de récupérer l'argent pris à l'État dans des affaires scabreuses de toutes sortes. Il ne peut pas prétendre l'ignorer. À ce jour, il n'a soulevé que de la poussière, estiment certains qui se disent jusqu'ici non convaincus de la bonne foi du président actuel. Pour eux, et ils sont nombreux, écrit le journal, entre Issoufou et Bazoum, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Il n'y a pas de différence fondamentale et la gouvernance faite de sur place de ce dernier le prouve amplement. Ce marché d'acquisition du Est 312 Tucano, dont il a été récemment question, n'a-t-il jamais existé, s'interroge le journal, qui écrit à sa une toujours les Nigériens. Le Niger et Bazoum, un feuilleton en 3 épisodes.
Lutte contre la corruption toujours. La Halcia met les bouchées doublées. Écrit à sa une la roue de l'histoire qui nous rapporte que plus d'1 milliard a été recouvré en quelques jours. De toute évidence, la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Halcia a pris très au sérieux les consignes du président de la République relativement à la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Elle veut respecter à la lettre la mission que vient de lui confier le président de la République Bazoum Mohamed lors de la rencontre du 4 juin 2021. Le président de la dite institution, Gusman Abdraman, et ses collègues ont pris à bras le corps cet important chantier attendu vivement du grand public. Plus de 3000 contribuables en situation irrégulière ont été identifiés, dont plus de 200 sociétés détenant l'essentiel de l'enveloppe des 234 milliards recherchés par la Halcia en vue de normaliser la situation de cette région. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.